On a tous déjà bloqué devant une page blanche, pas vrai? Bienvenue dans ce décryptage où l'on va explorer une boucle d'apprentissage carrément fascinante. On va partir de la structuration minutieuse de l'écriture pour aller jusqu'à l'utilisation très stratégique de nos erreurs inévitables. Et franchement, c'est une dynamique qui va bien au-delà de l'école. C'est littéralement la façon dont on acquiert tous de nouvelles compétences. Au menu de notre exploration aujourd'hui, 6 étapes clés. D'abord, on abordera la maîtrise de la production écrite, puis on verra le processus pédagogique en lui-même. Ensuite, on passera aux techniques d'évaluation structurée avant de découvrir une vision beaucoup plus moderne de l'erreur. On identifiera ensuite d'où viennent ces erreurs et on terminera par la remédiation. On attaque donc tout de suite avec notre première partie, la maîtrise de la production écrite et comment on pose les fondations éducatives. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend de quelqu'un qui doit produire un texte? Eh bien, c'est un peu comme construire une maison. Il faut d'abord avoir une vision claire, des idées pertinentes à exprimer, mais il faut aussi une technique impeccable, comme une bonne maîtrise de la grammaire pour que les murs tiennent debout. C'est la rencontre parfaite entre le fond et la forme. Pour réussir ce tour de force, qui est d'ailleurs souvent vu comme le couronnement de l'apprentissage, il faut valider 4 étapes incontournables. D'abord, bien comprendre la consigne initiale. Ensuite, mobiliser les bonnes informations. Puis, organiser son texte pour que l'ensemble soit logique. Et enfin, réussir à formuler des phrases tout simplement correctes. C'est tout un art. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième section, le processus d'écriture pédagogique ou comment on guide l'apprenant. En classe, ça ne s'improvise absolument pas. On suit généralement une méthode ultra structurée en 3 temps. On commence par la découverte et l'entraînement, on passe ensuite à la production pure et on finit toujours par l'étape cruciale de la correction et de la rémédiation. Lors de cette fameuse phase de découverte, l'idée c'est de jouer aux enquêteurs avec un texte modèle. On se pose les vraies questions de base. Qui a écrit ça? À qui ça s'adresse? Et dans quel but? Ça permet de se forger une véritable grille de lecture avant même d'avoir écrit le moindre mot. Ensuite, place à l'écriture. Mais attention, hors de question de laisser quelqu'un tout seul face à une page blanche. On construit ensemble une vraie boîte à outils. On y met des mots-clés, des noms de personnages, des verbes d'action, des adverbes qui donnent du rythme comme soudain ou rapidement, et bien sûr, la colle qui fait tenir tout le récit, les connecteurs logiques. On avance vers notre troisième grande partie, les techniques d'évaluation structurées pour mesurer la réussite. Une fois les brouillons rédigés et relus, il faut bien évaluer le travail. Et là, on s'appuie sur une grille d'une précision redoutable. On y mesure l'adéquation à la consigne, la cohérence globale avec une vraie introduction et conclusion, la rigueur de la langue, et enfin l'organisation physique, c'est-à-dire une écriture lisible et une mise en page soignée. Mais voilà le vrai problème. Que doit-on faire quand cette grille super stricte révèle inévitablement que ça coince et qu'il y a des failles dans l'apprentissage? C'est là qu'on bascule dans notre 4e partie, le changement de paradigme vers une vision beaucoup plus moderne de l'erreur. Historiquement, on va pas se mentir, l'erreur était perçue comme un échec total, un manque de compréhension qu'il fallait sanctionner et dont l'élève portait l'entière responsabilité. Mais aujourd'hui, le point de vue a radicalement changé. L'erreur n'est plus du tout une fin en soi, c'est devenu une composante naturelle, positive, et c'est surtout le véritable point de départ de la connaissance. En fait, l'erreur lance l'enquête. Alors, d'où viennent ces fameuses erreurs? C'est tout l'objet de notre 5e section. Pour utiliser une erreur de façon positive, il faut en trouver la source exacte. Et attention, ce n'est pas si simple. L'erreur peut venir de plein de choses différentes, du propre développement de la personne, des méthodes employées par l'éducateur, d'un contrat implicite au sein de la classe, d'obstacles liés à la nature même du savoir ou encore de l'environnement au sens large. C'est un vrai puzzle. Si on prend les obstacles épistémologiques du philosophe Gaston Bachelard, par exemple, c'est passionnant. On se rend compte que de simples barrières linguistiques ou de fausses généralisations basées sur des analogies trompeuses peuvent nous bloquer complètement. On peut même en venir à attribuer un esprit à des objets inanimés, ce qu'on appelle l'animisme. Ce sont des illusions profondes de l'esprit qu'il faut consciemment déconstruire pour avancer. Et nous voici déjà à notre 6e et dernière étape, de l'analyse aux solutions concrètes avec la remédiation. Une fois qu'on a compris d'où venait l'erreur, le plan d'action ne consiste absolument pas à répéter la même leçon, mais juste un peu plus fort. Pas du tout, il faut s'adapter. Ça veut dire varier les activités, lancer des jeux, changer ses propres techniques d'enseignement. L'objectif, c'est de créer des situations ultra spécifiques qui ciblent de manière totalement intentionnelle les lacunes qu'on vient d'identifier. Alors pour terminer cette analyse, voici une réflexion intéressante. Si on accepte vraiment l'idée que l'erreur est le point de départ absolu de tout savoir, comment nos stratégies éducatives vont-elles continuer à évoluer? Comment transformer systématiquement chaque petit faux pas en un véritable tremplin vers la découverte? C'est le défi de l'apprentissage de demain et ça donne envie d'en savoir plus, n'est-ce pas?